problème c'est un problème de la télévision, c'est ce qu'on voit de loin. Le Nostradamus, il nous propose une sorte de chronovision, c'est-à-dire des événements qu'on voit avant dans le temps. La prévision, c'est vraiment une image de ce qui se passe. La prédire, c'est simplement décrire par quelques mots une image. C'est envisager l'image de ce qui va se passer. Et c'est envisager seulement, c'est pas la voir. C'est-à-dire que le prévoir, c'est comme en médecine ou un truc comme ça, on a des symptômes, en sachant qu'on a collecté tous ces symptômes-là, on peut quasiment voir le tableau clinique de ce qui va se passer d'ici quelques temps, si la personne va être très malade ou quoi. Est-ce qu'en médecine, c'est des prédictions? Le diagnostic aboutit à quoi? À faire une prédiction ou à une prévision? C'est ce qu'on appelle le pronostic aussi, c'est encore un autre mot. Un pronostic est c'est plus lié aux probabilités. On dira qu'il y a 40 chances de s'en sortir, 60 chances de tomber, c'est un pronostic. On dira le pronostic est mauvais. Donc il y a des chances de s'en sortir, mais il y a de grandes chances qu'il ne s'en sorte pas. Mais ce n'est pas une prévision qui dit, effectivement, le patient va guérir ou le patient va mourir. Donc la prévision, quand quelqu'un prévoit, il affirme, en employant ce mot prévoir, il est à peu près sûr du résultat. Il est à peu près sûr du résultat. Donc des prévisions météorologiques, c'est quand même quelque chose qui se veut assez précis et assez exact. Oui, bah oui. Autrement, on parlait de prédiction. Prédiction, oui. Or, les astronomes, eux, ils raisonnent exactement à l'inverse de ce que vous dites. Ils disent, nous, on ne fait que des prévisions, on ne fait pas de prédictions. Non, mais c'est faux, ça. Laissant entendre que les prédictions vont au-delà, bien au-delà de la prévision. Or, dans le milieu scientifique, souvent, on préfère employer le mot prédiction que prévision. Oh non, on aime bien le mot prévision. Non, quand on ne veut pas aller trop loin dans une... En météo, on parle de prévision. On n'aime pas trop faire les prédictions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de prédiction, à votre avis, en météo? Parce qu'on a un éventail de possibilités. Parce que ce serait trop modeste. Non, on a un éventail de réalisation qu'on a bien cerné et finalement, on n'a pas beaucoup d'issues à autant qu'il va se produire, quoi. À partir du moment où vous avez une perturbation qui est caractérisée, qui est sur une carte, qui avance à une certaine vitesse, vous pouvez être quasiment certain, c'est ce qu'on appelait autrefois en prévision, la prévision du chemin de fer, elle avance à 50 km/h, donc X heures, elle va être à tel endroit, et il va pleuvoir. Ça, c'est une prévision. Alors justement, Nostradamus, à votre avis, quand il emploie le mot, alors lui, il n'emploie pas le mot prévision. C'est-à-dire, c'est un mot moderne, prévision. Vous savez qu'on l'employait très peu autrefois. On parlait de prévoyance, parfois. Les prévoyances. Prévoyance, c'est plus une notion de prudence. Hein. Non, mais on parlait de prévision qui s'applique. Et alors, pour vous, le mot prophétie, vous le chargez comment? Pour vous, prophétie, ça veut dire automatiquement, parce qu'il y a le point de vue biblique, mais le mot n'a pas toujours été employé dans ce sens-là. Il y a le mot augure aussi. Oui. L'oracle aussi. L'oracle. Dans quelle veine une tradition d'oraculaire se situe Nostradamus? Est-ce qu'il a... Lui, il emploie énormément le mot pronostication. Tous les ans, il faisait publier des pronostications. En même temps que ces almanachs, il y avait les pronostications, les almanachs. Il dit avoir brûlé certains livres qui ne voulaient pas que ça tombe entre les mains de celui pour qui il prophétisait. Des fois que ça soit mauvais pour son esprit. Pronostication, ça veut dire savoir à l'avance. D'où tenait-il son savoir, Nostradamus? Moi, à mon avis, est-ce qu'il a vraiment lu des livres qui ne seraient pas, moi je ne sais pas, qui descendraient de la bibliothèque d'Alexandrie, des néoplatoniciens, parce qu'on l'assimile un peu aux néoplatoniciens? Est-ce qu'il aurait connu des procédés oraculaires qui auraient permis de faire les centuries? C'est ça. Enfin, dans ces almanachs, généralement dans les almanachs, on parle des prédictions mensuelles. C'est une expression qui est souvent utilisée. Voilà, je ne sais pas si on peut parler de la même manière des centuries que des almanachs. Justement pas. Le problème, c'est qu'effectivement, parce que le mot prévision dont vous parlez, il n'est pas tellement utilisé au XVIe siècle, le mot prévision. Bon, maintenant, le mot prophétie, les prophéties de Nostradamus, est-ce que vraiment ça veut dire qu'il est inspiré par Dieu? Le fait d'employer le mot prophétie, c'est pas sûr du tout.
le mot prophétie, à l'époque de Nostradamus, c'est une façon de parler de l'avenir, tout simplement. Mais de parler de l'avenir, moi c'est ma théorie, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, de façon perpétuelle. Vous savez peut-être pas ce que c'est qu'une une prophétie perpétuelle. C'est-à-dire, prophétie perpétuelle, c'est-à-dire qu'on peut publier, au lieu de publier pour une année une prédiction, on publie 7 années de prédiction. Oui, d'accord. C'est une prévision en bloc. Dans quel registre sont faits les almanachs? Pour l'agriculture? Les almanachs de Nostradamus, lui, quand il avait un almanach, il dressait le thème de tous les 7 jours. Tous les 7 jours. De nouvelle lune, demi-lune, pleine lune. Il regardait les positions des planètes autour de cette période-là, et puis il écrivait son texte. Il faisait un travail extrêmement en rapport avec le texte était complètement en rapport avec la position astrologique. Voilà, c'est ça, oui. On dit, astronomique et astrologique. S'il y a une position astrologique qui prédit moins 20 degrés de température, il va dire, moi, ma position astrologique de Vénus, de Mars ou je ne sais quoi, elle me dit qu'il va faire moins 20. Sauf qu'il ne parlait pas comme ça. Il ne parlait pas de moins 20 à l'époque. Voilà, oui. Et que le Celsius n'existait pas. Mais vous avez raison de dire que les prophéties perpétuelles, souvent, ce que vous voulez ignorer, les prophéties perpétuelles, notamment celles de Moult, elles parlent énormément du temps. Oui. Mais elles prétendent que le temps obéit à des cycles et qu'on peut le connaître à la... Dans les prophéties perpétuelles, elles pouvaient vous annoncer le temps 50 ans à l'avance, vous vous rendez compte? C'est de la folie. Et on fait une prédiction de temps dans les centuries, 71. La terre et l'air gèleront si grand d'eau. Ça peut être des vrais noms, ça. Gèleront si grand d'eau, on ne sait pas. Oui, mais à mon avis, c'est le genre de choses qui est emprunté à la littérature météorologique. Oui. Parce que la littérature météorologique était très importante en astrologie autrefois. Le problème, c'est à quoi il associe ça. Lors qu'on viendra pour jeudi vénérer, ce qui jamais si beau ne fut si beau, par des 4 parts le viendront honorer. Alors là, il y a un quatrain, bon, on peut avoir des grêlons plus ou moins grande taille, plus ou moins anodins. Mais après, ce qu'il dit, c'est excessivement rare, quoi. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne va pas honorer quelqu'un des 4 parts du monde, ça ne se produit pas tous les jours, ça. Oui, mais en fait, moi, à mon avis, je reviens lourdement sur ma point de vue, les prédictions de Nostradamus telles qu'elles sont parues sous forme de quatrain, c'était tout simplement des quatrains dont on ne savait pas très bien ce qu'ils voulaient dire en fin de compte, et puis donc on les a appelés des prédictions. On a vraiment un problème de langage. Qu'est-ce que ça voulait dire prédiction? N'importe qui est très averti, il prend les centuries de Nostradamus, il dit je dis ça et je prédis ce que je comprends. Et ce n'est pas forcément la réalité. On peut faire des prédictions à partir des quatrains. Et est-ce que Nostradamus n'a pas décrit ce que j'appelle un futur, c'est-à-dire une néo-variéture, qu'on ne pourra pas changer? C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Est-ce qu'il a décrit des événements qui sont calés dans le temps, dans le futur, d'une manière invariable? Il l'a fait, mais dans le cadre de ce que j'appelle les prophéties perpétuelles. Les prophéties perpétuelles sont invariables. Oui, elles sont variables, mais le texte est invariable. Mais ce qu'il prédit là, dans les centuries, est-ce que c'est vraiment des bornes, des repères dans le temps qui ne peuvent pas être changés? À mon avis, écoutez, quand on vous parle du pont il y a beaucoup de centuries qui n'ont aucun caractère prophétique. Quand on vous dit, on vous parle de telle et telle ville, etc., en vrac, pour moi, le caractère prophétique de nombreux quatrains est tout à fait illusoire. Si vous n'êtes pas concerné par le texte et que vous lisiez certaines choses, vous dire ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas une prophétie. Quelqu'un qui est tout à fait concerné par le texte, qui va bien comprendre tous les rapports, dire c'est prédit, c'est arrivé, ça ne sera plus à faire. Et c'est une prévision plutôt qu'autre chose. Lui, il a vu dans le lointain, enfin je ne sais pas comment il dit, vous dites que c'est quatrain de la première centurie, là, du début, c'est tout à fait, je ne sais plus, vous avez dit un nom latin. Crinitus, oui, c'est emprunté à un texte Crinitus. Ça met sur une fausse piste.
Enfin, c'est-à-dire, tout dépend, encore une fois, vous restez dans l'idée que Nostradamus est l'auteur de tous les quatrains, de toutes les centuries. Nostradamus dit ceci, je dis qu'il a certainement écrit la grande part, que ça peut être sujet à variation au fil du temps, en fonction des éditeurs et tout ça. Oui, donc... Mais je vous dis, on a quand même, à mon avis, une mouture assez importante pour, globalement, ne pas trop se tromper sur la lecture. On peut ne pas se tromper sur la lecture, mais on peut se tromper sur l'auteur du texte. C'est ça le problème. Soit vous êtes sûr du texte. Alors avec Nostradamus, on est sûr de l'auteur, mais on n'est pas sûr du texte. Et avec les centuries, on est sûr du texte, mais on n'est pas sûr de l'auteur. C'est-à-dire qu'on connaît Nostradamus, oui, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit. On connaît les centuries, oui, mais on ne sait pas qui les a écrits. Donc il y a toujours une inconnue. Moi, je passe comme le naufragé, hein, je ne suis pas Robinson, mais il arrive sur la plage une malle avec des écrits qui lui disent que sur son île, il va trouver telle ou telle chose s'il lit ce livre-là. Et si ça se produit, la personne qui va avoir récolté la malle va dire effectivement c'est une prophétie. C'est un texte vrai, qui a un rapport avec la géographie de l'île. À un moment donné, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir comment le mot est employé par l'auteur dans ses textes à cette époque. On ne peut pas projeter... C'est la même chose que la Bible. On peut pas projeter, on ne peut pas projeter sur Nostradamus le sens que nous utilisons aujourd'hui ou qu'on utilisait à l'époque biblique. Je suis d'accord. Bon, il faut savoir, il faut retrouver, vous qui aimez les mots, ce que je vous disais l'autre jour, que vous regrettiez de ne pas avoir fait le même travail pour les textes en prose. Si vous aviez mis toutes les épîtres de Nostradamus en équation, enfin en classement, là on pourrait voir dans quel contexte le mot prophétie est utilisé. On s'apercevrait par exemple que dans certains cas, il est utilisé dans un sens qui ne fait pas du tout, qui est plutôt le sens de l'astrologie que le sens de la religion. Donc en fait on bute sur ce problème-là, et je crois que c'est une des conclusions qu'on doit faire de notre discussion, c'est qu'il est impératif de vérifier de quelle façon, dans quel sens le mot est utilisé. Il faut faire l'effort de le regarder. Le mot, il n'est pas tout seul, il est dans l'environnement. Oui, ben justement. Il faut faire l'effort de savoir comment le mot est utilisé, avec quel adjectif. C'est pour ça que la Si par exemple vous voyez, je vous donne un exemple, monsieur. Mettons par exemple vous rencontriez la formule « les prophéties astrologiques ». Vous auriez bien embêté. Parce que vous direz ce sont une contradiction dans les termes. Les prophéties ne peuvent pas être astrologiques. Mais si le terme existe, ça veut dire qu'on utilisait le mot prophétie pour désigner le travail de l'astrologue. Et à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Il semble que le mot, au XVIe siècle, ait perdu sa dimension biblique et qu'il l'ait regagné au XXe siècle, si vous voulez. Mais ce qu'on appelle le problème du néoprophétisme. Nostradamus, de son temps, a été considéré comme... Enfin, le néoprophétisme, on n'arrive pas à comprendre comment ces gens-là, quelle était la nature de leur travail, en fait. Moi, j'en reviens toujours. Il a quand même écrit un quatrain à propos des astrologues. Non, il n'a pas, écoutez, ne me fatiguez pas, il n'a pas écrit un quatrain. Il y a un quatrain à propos des astrologues dans les centuries. Ne dites pas il a écrit, puisqu'on ne sait pas s'il a écrit tout ce qu'il a écrit. On va supposer que ça a été écrit. Non, moi, personnellement, ça m'énerve beaucoup. Ah oui, je préfère qu'on dise, on trouve ce quatrain dans les centuries. Et il l'a écrit, j'en sais rien. Qui peut savoir s'il l'a écrit? Alors, effectivement, il y a un quatrain, en latin d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir pourquoi il se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire à la fin de la 6e centurie, et pourquoi pas à la fin de la 10e centurie, ou je ne sais pas quoi. Le quatrain d'avant, 99, l'ennemi docte se trouvera confus. Non, mais le quatrain latin, dans certaines éditions, n'est pas du tout considéré comme le 100e quatrain. C'est un quatrain. Il semblerait qu'il y ait un quatrain manquant. Et qu'on connaît d'ailleurs, puisque chez Chavigny, il met le quatrain 100 de la 6e centurie. Et c'est pas ce quatrain-là, je ne sais pas si vous le savez. C'est un quatrain qui s'appelle La fille de l'or, etc. La fille de l'or. Ah ouais. Et donc, il a disparu. Il y a un quatrain qui a disparu, en fait. On ne va pas insister là-dessus, puisqu'il fait trop
objet de contestation. Moi, non, mais il manque un quatrain, de toute façon. Il aurait pu le nommer 100, c'est vrai. Et pas, dans mon texte, il n'est même pas nommé 100. Non, non, mais si, dans le Janus Gallicus, le 100e quatrain de la 6e centurie, ce n'est pas le quatrain latin. Donc on ne peut pas, admettons qu'on ait ce texte-là. Non. On ne va pas, à partir d'un texte comme ça, en tirer des conséquences absolument hyperboliques. Ça peut-être a été ajouté à un moment donné par quelqu'un. Vous ne pouvez pas partir du principe que tout ce qui est dans ce groupe-là est l'œuvre de Nostradamus. Non, mais moi, je vous disais le point de vue du Robinson. Il est tout seul sur son île, arrive une malle sur la côte, il y a un livre dedans qui dit qui dit sur ton île, tu sais, il y a quelque chose à trouver, une banque alimentaire ou je ne sais quoi. Et puis il l'étudie et puis il trouve la banque alimentaire. C'est quand même embêtant. Que ça vienne de Barcelone, la malle dans la mer, de Barcelone ou de La Paz, moi, peu importe. Moi, j'ai trouvé la banque alimentaire. C'est ça qui Excusez-moi, c'est quoi, veut dire quoi la banque alimentaire? Ouais, c'est une œuvre associative hein, qui donne c'est comme les restaurants du cœur, ça. Hein. Oui. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui est sur une île, qui n'a plus rien pour manger, si on lui dit que tu vas trouver une banque alimentaire, moi je cherche pas une banque alimentaire, mais je veux dire, c'est ça le problème, c'est que si le texte paraît dire vrai, à un moment donné, on est obligé de l'honorer quand même. Le texte, oui, mais pas l'auteur. Parce qu'on ne connaît pas l'auteur. Ah bah oui, mais enfin, on ne connaît pas l'auteur, les 942 4A. Non, on connaît éventuellement, dans le meilleur des cas, on peut dire que ça a été réalisé à partir de papiers, de notes, de notices que Nostradamus a pu laisser. Mais néanmoins, même si on accepte cette idée-là, de notes disparates qu'il a pu laisser, et qu'il n'a pas forcément laissé considéré comme un ensemble cohérent. Il faudrait savoir les pratiques d'édition à l'époque, hein, du XVe et XVIe siècle. Est-ce que Villon, Dubélé, Ronsard, qui faisaient des poèmes, ont fait aussi beaucoup d'écrits, on a fait des éditions comme ça, en dehors de ce qu'ils ont écrit. Est-ce que c'était des pratiques courantes? En tout cas, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, effectivement, la formule retrouvée dans la bibliothèque c'était une formule courante. À la mort ce qu'on appelle la littérature posthume. Moi, j'ai des doutes. Hein. Et on le trouve au XVIIe siècle aussi. Vous avez donné l'exemple de Blaise Pascal. Blaise Pascal, quand il est mort, on a retrouvé des tas de notes qu'il avait laissées et on les a mises en vrac sous le nom de pensées. Parce que ça a donné les pensées de Pascal. Et depuis 3 siècles, chacun dit, parce qu'il y a le fameux problème de l'ordre des centuries, de l'ordre des quatrains. Et ben c'est pareil pour Pascal, on se demande quel est l'ordre des pensées. Donc quel ordre. Visiblement, c'est une œuvre inachevée de toute manière. On a affaire avec le parallèle entre Blaise Pascal et Nostradamus à un siècle d'écart. C'est quand même un siècle après, là. Un siècle et demi, presque. Oui. Il est assez frappant. Parce que dans les deux cas, on a un ensemble dont on ne connaît pas le mode d'emploi, dont on ne connaît pas le plan, dont on ne sait pas exactement si l'auteur avait l'intention de le publier, sous quelle forme, et par conséquent, et puis on ne sait pas non plus, apparemment il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'il a été retouché, qu'il a été complété, qu'il a été aménagé. À n'importe quelle époque maintenant comme avant, un auteur meurt. S'il y a des héritiers très intéressants, ils vont peut-être manipuler la bibliothèque ou mettre des choses dedans pour en tirer avantage. Absolument, mais c'est pas l'auteur qui est incriminé. Hein. Mais justement, mais en plus, on peut même pas dire que, si vous voulez, si un auteur, par exemple, prenons le cas de Nostradamus, imaginons que Nostradamus, pour prendre des exemples qui vous sont chers, et c'est la thèse de M. Hamel, le chercheur québécois, il fait des promenades, il fait des excursions dans la région, il note la roche machin, le mausolée ailleurs, la pyramide, etc. Et puis c'est tout, c'est des espèces de notices de voyage. D'un autre côté, il y a justement un guide de voyage qui paraît à ce moment-là, il en copie des morceaux, des passages, des bribes, et puis on retrouve ça en vrac dans une espèce de malle. Il peut y avoir aussi des chroniques qui ont reproduit quelques passages, des chroniques de Froissart ou je sais pas quoi. Et puis tout d'un coup, comment on va mettre tout ça en rime,
On va mettre tout ça à la le, et on va appeler ça. C'est le problème, comment on les a appelés? Quel est le mobile? Quel est l'intérêt? Si l'auteur n'est pas connu ou quoi, qu'est-ce que ça va faire une publication qui rapportera 3 francs 6 sous pour, enfin, je veux dire, quel est l'intérêt à un moment donné? Quel est l'intérêt de se placer sous le vocable de Nostradamus s'il est voué à ne pas être connu? Pourquoi pas le faire à son propre nom et essayer de se faire connaître? Écoutez, de ce côté-là, moi je vous répondrai que, parce que moi j'ai fait une thèse d'état sur le prophétisme, donc j'ai bien étudié la psychologie de cette littérature. D'abord, premièrement, il est possible que certains éléments essentiels aient disparu. C'est-à-dire qu'il est possible qu'en fin de compte, les raisons pour lesquelles cette publication a eu lieu ne soient plus connues. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un bon exemple. Bon, imaginons par exemple que on utilisait le nom de Nostradamus pour annoncer quelque chose d'important. Et puis, cette quelque chose d'important n'a pas eu lieu, ou bien a eu lieu. D'ailleurs, dans les deux cas, on n'en a plus besoin. Parce que si ça a eu lieu, bon, ça s'est fait, puis ça n'a pas eu lieu, ben ça n'a pas fait. Donc c'est pareil. C'est trop tard. Donc, on ne peut pas non plus absolument affirmer que l'on connaisse un ouvrage intégralement. On ne sait pas forcément sous quelle forme, au départ, il est paru. On ne sait pas s'il n'y a pas des éléments essentiels qui ont été éliminés ensuite parce que justement, ils étaient trop marquants, et qu'on a gardé le reste, et que le reste était relativement insignifiant. C'est comme si, je sais pas moi, par exemple, dans un ensemble, l'essentiel disparaît, et puis on garde la garniture, je sais pas, on garde les fioritures. Donc, vous savez, quand on fait le travail quand on lit le travail qu'a fait Madame Liaroutsos, on est quand même stupéfait. Elle a montré de façon extrêmement précise que de nombreux quatrains étaient purement et simplement recopiés de certains guides de pèlerinage et de voyage. Alors, quel est l'intérêt de mettre bout à bout 7-8 noms de lieux? Je vous répondrai la même chose. Je voudrais dire, quel est l'intérêt? Visiblement, alors soit vous dites qu'il y a une signification cachée, soit on dit, ben non, finalement, c'était pas du tout fait pour être des prophéties. Voilà, je l'ai dit pour la lettre Henri II, il y a ce passage sur les positions astronomiques que vous dites daté de 1606. On peut avoir un but cryptographique, mettre des choses qui n'ont aucun intérêt au milieu de choses qui ont l'intérêt. Et puis alors, il y a une autre chose que je voudrais vous faire vous comprendre aussi, c'est que, et d'ailleurs vous-même vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que qui dit prédiction dit datation. Alors, par exemple, les prophéties perpétuelles sont constamment datées. On vous dit, bon, donc normalement, quand on vous donne une date, on vous dit mai 1570 ou je sais pas quoi, même si le texte est complètement abscon, si vous voulez, vous allez relier ce texte à la date. Mais le grand problème des centuries, c'est qu'elles n'ont pas, même si certains quatrains pourraient être datés, elles n'ont pas une structure chronologique qui les encadre. Et c'est moi qui me fais douter, par exemple, même, je pense même pas, très franchement, Jean Devers, je pense même pas que la série qui s'appelle Les grandes et merveilleuses prédictions de Michel Nostradamus pouvait être parue sans aucune indication chronologique. Il dit qu'il pouvait dater chacun de ces quatrains. Est-ce qu'il l'a mis dedans? Non, mais le genre, monsieur Devers, le genre de la prédiction est un genre qui implique nécessairement que le texte X ou Y soit relié à une date précise. Cette date ne doit pas être une date occultée ou décryptée, c'est une date précise. Quand Nostradamus fait des prévisions ou des pronostics, il dit pour tel mois, c'est comme ça, pour telle semaine, c'est comme ça. Une hypothèse que je peux faire, parce que j'ai quand même travaillé là-dessus, sur les mots-clés, si un quatrain a beaucoup de mots-clés et renvoie à d'autres quatrains, c'est qu'on a une forme de bouquet, et à un moment donné, il y a un quatrain dans le bouquet qui date la chose. Voilà. Alors, effectivement, il y a des gens comme vous qui parlent d'une sorte de chronologie occulte, chronologie à décrypter. Mais le genre
cher ami, le genre de la prédiction, le genre de la pronostication, ce sont des ouvrages qui sont censés être vendus au public, et vous imaginez bien, je vous retourne l'argument que vous m'utilisiez tout à l'heure, vous imaginez bien qu'on ne va pas vendre au public des textes qui sont incompréhensibles et inutilisables. Le problème, c'est qu'il écrit à son fils César et à Henri II, un personnage qui va peut-être vivre d'ici quelques Regardez, monsieur, regardez, si je vous écoute, monsieur Devers, si j'écoute ce que vous me dites, quel est l'intérêt d'avoir publié des textes dont on ne comprendra la clé que des centaines d'années plus tard? Quel est l'intérêt d'avoir publié chez lui peut-être qu'il y a un éditeur qui y trouvera l'intérêt. Non mais, écoutez, il faut être sérieux. Il est évident que pour quelqu'un qui connaît un peu la littérature astrologique de l'époque, le minimum qu'on pouvait attendre de ces documents, c'est que la datation soit clairement indiquée. Oui. Bon. Et c'était ça qui faisait que l'ouvrage se vendait et était publié. Bon. Donc là, il y a déjà une sorte d'anachronisme dans votre façon de procéder quand vous dites « Ah, ben maintenant, on a compris, j'ai trouvé un système qui permet de relier. » Mais qui connaissait tout ça? Est-ce qu'il y avait un mode... Donc, vous dites, vous avez raison de parler, c'est anti-commercial au possible ce que vous dites. Donc il n'est pas possible que... Moi je fais mon livre, c'est un témoignage pour le futur. Non, mais je ne parle pas de votre travail, je parle de... Je parle de la méthode. Dans la psychologie des libraires du XVIe, XVIIe siècle, c'était infaisable. Puisque c'était soit il expliquait noir sur blanc dans un mode d'emploi, soit le lecteur devait trouver lui-même, ce qui est aberrant. Le lecteur d'un ouvrage comme ça, on lui disait, voilà, ce texte-là, c'est pour telle année, ce texte-là, c'est pour tel mois, ce texte-là, même si le texte était un petit peu abscon, de toute façon, il fallait impérativement qu'il soit daté. Et qu'il ne soit pas daté d'une façon par des éphémérides, parce que le lecteur moyen, il n'a pas d'éphémérides. Il ne fallait pas qu'il soit daté par je ne sais quel événement qui aurait lieu ou qui n'aurait pas lieu. Il fallait qu'il soit porteur, de façon explicite, d'une date. Comme dans n'importe quel ouvrage qu'on connaît des pronostications ou des almanachs Nostradamus, où chaque fois que Nostradamus ouvre la bouche, c'est toujours pour dire à ce moment-là, à telle date, il y a ça. Donc laisser entendre que Nostradamus aurait pu écrire des textes qui ne seraient pas datés du tout, c'est quelque chose qui est quasiment invraisemblable. Et je dirais même, bon, par conséquent... Si les avait datés, ce serait pour les gens de son époque. Mais c'était... Enfin, on parle bien d'un ouvrage qui s'est vendu, qui s'est mis en librairie. Donc on ne parle pas d'un ouvrage qu'on a retrouvé comme ça. Donc il a été vendu, mettez-vous à la place de ces gens-là, il est vendu pour être compris par les lecteurs. On a des almanachs qui portent sur les années 1503, enfin j'exagère, 1550 et tout ça avec les dates pour des lecteurs contemporains. Oui, on a toutes là les séries des almanachs de Nostradamus. On a 1557, on a tout ça. Quoi. Oui, absolument. Et on a deux jeux par an. On a les almanachs et leurs prédictions, la pronostication. Et Nostradamus était quelqu'un qui n'ouvrait pas, qui ne proférait aucun propos sans le situer dans un cadre chronologique. Bon, alors parfois il faisait ce qu'on appelle moi des prophéties perpétuelles. Il disait par exemple l'an 1558 sera marqué par Jupiter, il se passera ceci, cela. L'an 1559 sera marqué par Saturne, il se passera cela. Savoir ce qui était accepté par l'Inquisition ou qui ne l'était pas. Et est-ce qu'il aurait pu avoir des pratiques, s'il les avait dites, qui auraient été repérées par l'Inquisition, ça aurait pu avoir des ennuis. Écoutez, moi je me mets à la place de ces gens, des libraires qui vendaient qui publiaient, des imprimeurs, etc. Les almanachs, ça ne les dérange pas, ça ne dérange personne apparemment. Et pourtant c'est daté. Quand un document n'est pas daté, il est encore moins dérangeant. Il ne va pas dire l'évêque de Laon va mourir le 1er décembre 1558. S'il dit ça... bah écoutez, justement, dans les prophéties perpétuelles, il ne disait pas ça avec ce degré de précision, mais il disait, par exemple, il y aura la mort d'un prince, ou la mort d'un roi, ou je ne sais pas quoi. Ouais, non, mais il le disait pour cette année précise. Parce que dire, par exemple, mort d'un prince, si je fais un 4 ans, je mets mort d'un prince, et que je n'indique pas la date, on va me prendre pour un charlot. Parce que, évidemment, un jour ou l'autre, tu auras bien un prince qui va mourir. Est-ce que Nostradamus, comme aujourd'hui, parce qu'il y a des voyants qui déposent leur voyance chez les huissiers,
Et après, il dit, ah ouais, c'était vrai, enfin, il y a des duperies là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y avait des huissiers à l'époque pour dire, Nostradamus a dit vrai et c'est incontestable? Parce qu'on peut, ce qui se passe dans ce genre de... Moi, ça m'intéresse pas de savoir si... Non, mais... Ce que je veux, c'est pas tellement savoir s'il a des livres vrais, mais savoir comment il s'est exprimé. Alors je dis, bon, là, bon, parce que vous pourriez dire, il a dit vrai, 300 ans après, on sait qu'il a dit vrai. Moi, ça m'intéresse pas qu'on me dise que 300 ans après, il a dit vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'il y a des dizaines d'éditions de son époque qui ont été faites pour le public, et qu'elles ont été faites pour le public de cette époque-là, et qu'ils en avaient rien à faire de savoir si ça allait être vérifié 300 ans plus tard. C'est pas sérieux. Ils n'ont pas été écrits pour nous, ces bouquins. Ils ont été écrits pour les gens de l'époque. Vous regardez les premiers chrétiens. Ils s'imaginent que l'Apocalypse est pour demain. Oui. L'Apocalypse, il n'y a pas de date dedans. Parce qu'ils pensaient que c'était pour aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement. Ils pensaient que c'était pour aujourd'hui. Oui. Effectivement, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Mais on peut pas dire que les centuries étaient supposées avoir lieu au moment où elles sont sorties. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas faux ce que vous dites. Parce que si, comme moi on le pense, si comme moi je le pense, elles sont parues à l'époque de la Ligue, c'est-à-dire qu'elles étaient c'était bien cette période-là, l'histoire de garde-toi de Tours, attention, les Lorrains vont perdre devant les Bourbons, etc. On est complètement dans le contexte d'une certaine époque, qui est l'époque de la guerre civile dynastique, qui s'est achevée par la conversion d'Henri IV et par le couronnement d'Henri IV à Chartres. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé, en 1594. Ça a duré une dizaine d'années. Non mais voilà, cette lecture, je m'en refuse à la faire. Parce que, bon, on a eu, je ne sais pas si c'est Guillaume ou un autre, il y en a un qui a fait aussi des textes magnifiques à propos des centuries, historiques, avec des événements, moi, que je n'aurais jamais cherché. Ça ne m'intéresse pas, ça, moi. Ça ne m'intéresse pas de travailler comme ça. Bah, je sais pas, vous montrer quelque chose, c'est ça. Mais... centurie, il explique bien les événements qui sont produits d'après un quatrain. Moi, je suis ahuri de voir ça. Oui, mais moi, l'idée, mon argument un peu vicieux que j'utilise, c'est ces ouvrages ne sont pas parus dans cet esprit d'être décryptés des années plus tard. Regardez les éditions des centuries, il y a eu au moins une trentaine d'éditeurs différents qui les ont publiés. À l'époque même, bon, c'est donc pas un document. Vous avez quand même face à un texte unique au monde. Ce texte des centuries, il est unique. Il est tel qu'il est. Mais quel intérêt pouvait trouver le lecteur moyen à cette époque-là à lire ce genre de document? Parce qu'il est unique. Comment ça il est d'une structure unique. C'est des textes sibyllins. Vous trouvez. Est-ce que citez-moi une autre œuvre qui soit d'un autre auteur, même que Nostradamus, qui se présente. Alors, si vous voulez, moi je vais vous répondre à la façon suivante. À mon avis, d'ailleurs vous ne me verrez pas dire le contraire, vous êtes météorologique. À mon avis, dès qu'on parle de prévision, de prédiction, on annonce la date à laquelle les choses vont avoir lieu. Mais lui, il dit, j'ai dit les choses sous énigme. Non, mais justement, mais qu'est-ce que ça intéresse puisqu'on ne connaît pas cette énigme? Que voulez-vous qu'on fasse avec un document dont on ne sait pas à quoi il sert? Quand je vends un produit qui s'appelle, regardez, monsieur, quand je vends un produit qui s'appelle, comment? Je comprends pas votre comportement, franchement. Quand vous vendez un produit qui s'appelle, regardez, qui s'appelle Les grandes et merveilleuses prédictions, et que quand vous ouvrez l'ouvrage, vous trouvez des quatrains qui ne sont pas du tout datés, vous dites que ça ne correspond pas au titre du produit. Parce que le mot prédiction veut dire expressément qu'on va vous donner des dates. Et un texte qui correspondra à des dates. Donc il y a une contradiction entre le contenu, non, ma théorie c'est que le contenu comportait initialement des dates et que ces dates ont disparu. Et que par conséquent, je vais dans votre sens. Autre chose. Parce que là, il y a quand même des problèmes d'étymologie. D'étymologie? Ah oui. Il n'y a pas de problème d'étymologie, ça. Latin. Je dis, moi, ma vue baisse, moi. Moi aussi. Praedictio. Praedictio. Vous. C'est-à-dire que si c'est au singulier, je vous dirais dire. Au singulier, ça n'a pas le même sens qu'au pluriel. Si je fais une prédiction au singulier,
on peut ne pas préciser la date. Si je fais des prédictions, ça implique tout un système d'encadrement chronologique. Une prévision, il n'y a pas forcément de date. Des prévisions, il y a des dates. Une prophétie, des prophéties. Le pluriel indique quelque chose qui est de l'ordre de la chronologie. Le singulier est plus une forme de philosophie que je suis dans la prédiction, je suis dans la prévision, je suis dans la prophétie. Mais si je suis dans les prophéties, les prédictions, les prévisions, ça veut dire autre chose. Vous-même, par exemple, si vous dites je suis dans la prévision météorologique, bon, bah, c'est général. Maintenant, si vous faites des prévisions météorologiques, on va vous demander pour quelle date, pour quel endroit. C'est pas la même démarche, voyez-vous. Oui, bon. Alors donc, non, parce que... Moi, je peux vous prédire qu'actuellement, le peuple français est malade, il court de grands risques. Il n'aura pas les moyens de se défendre. Ça, c'est une prévision. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, l'argument dont on parle depuis un quart d'heure, c'est l'argument commercial. C'est-à-dire que vous-même, vous avez soulevé. Pourquoi publierait-on ceci ou cela? L'intérêt commercial de publier mon livre, de payer à mes frais, de ne pas vendre. Bon, j'avais un peu l'ambition de vendre, et le premier intérêt, c'était de faire un témoignage. Et pour garder les choses d'une façon plus durable, c'est de faire un livre. C'est pas simplement que ça soit sur des notes qui n'auront aucune importance. Oui, mais comment vous allez appeler, comment allez-vous appeler, si vous allez, le titre de votre livre devrait être en rapport avec son contenu. Ben, il est en rapport avec son contenu. Oui, mais par contre, si vous proposez des prédictions, imaginez que vous fassiez un bouquin qui s'appelle Les prédictions, on vous attend que vous donniez des dates. Et si dans ce bouquin il n'y a pas de date, qu'est-ce qu'on va conclure? C'est qu'on a enlevé les dates. Alors pourquoi il dit merveilleuse prédiction? Ben justement parce qu'il devait y avoir des dates. Alors je ne vois pas que le mot merveilleux soit en rapport avec des dates. Ça vous fait un problème que ça s'appelle des merveilleuses prédictions? Ça c'est une formule qui était... Je vous signale que Nostradamus a employé constamment cette formule de merveilleux, pronostication merveilleuse, etc. Ça n'a strictement... C'était des pronostications qui étaient datées. Hein, vous avez par exemple, moi je peux vous donner des prophéties de Nostradamus qui s'appelaient comme ça, et qui, voilà, c'est tout, elles s'appellent comme ça. Ça n'a pas de signification spéciale. Vous accrochez à un adjectif qui n'a pas de... Non, mais bon, on pourrait dire Aurélie comme la meilleure... Non, mais c'est pas parce qu'on va mettre mot merveilleux que ça veut dire tout de suite que c'est transcendantal, je ne sais pas quoi. C'est une expression comme ça. De foire. Oui, voilà, exactement. De foire. Exactement, vous êtes tout à fait... Pour vendre. Voilà. Donc, non, il faut bien comprendre que moi qui étudie de très près les almanachs, Nostradamus c'est quelqu'un qui était extrêmement précis dans ses textes, et surtout c'est pas tellement qu'il était précis dans ses textes, il était surtout précis dans ses dates. Il donnait des dates extrêmement précises, peut-être qu'il avait tort d'ailleurs, et alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot prophétie... il dédicace quand même ses centuries, hein, à moins d'admettre que la lettre Henri II est fausse aussi, pour cette souveraine observation que j'ai eue, ô très chrétien et très victorieux roi, depuis que ma face étant longtemps omnibulée. Donc il prévoit que son texte il va être connu simplement beaucoup plus tard. Ça c'est hyper. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Dans la lettre Henri II. Enfin, premièrement, on sait, dans la lettre Henri II, premièrement, c'est vous qui dites que c'est lui qui l'a écrite. Ah, moi Non, mais je veux dire, non, mais déjà vous êtes très imprudent en disant ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement qu'il l'a rencontré. Non, il dit pas qu'il l'a rencontré. Ben, il l'a rencontré. Mais non, depuis que ma face étant longtemps omnibulée. Ça veut dire qu'il est mort, quoi. Il est mort, il est omnibulé, elle est floue, et tout ça a disparu. Donc il est mort. Nostradamus. Il écrit à quelqu'un plus tard, bien au-delà de sa mort. Il n'écrit pas au tout venant du public, Pékin qui va dire, la plupart des gens, ils lisent le texte, ça ne les concerne pas. C'est pas à eux de le lire. Il dédicace son œuvre, pas au grand public, mais à des gens, à une personne. Mais si, écoutez, monsieur Devers, ces prophéties, ces grandes pronostications, elles ont été vendues, revendues, etc. Alors, on peut vendre n'importe quel texte, la lettre de ma cousine Alphonsine, parce que ça se vend, mais ça concerne en fait que le cousin Jacques. Oui. Ça concerne que le cousin Jacques, tout ça se vend. Après, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Les prédictions, comment vous vendez un livre sous le nom de prédiction, les gens veulent des prédictions.
Ils veulent des prédictions datées. On n'en sortira pas de cet argument, il est impassable. C'est un genre qui exige cela. Prédiction égale texte accompagné de dates. Et des dates que tout le monde connaît. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre le sens du texte, mais ils sauront que ce texte renvoie à cette date-là et pas à une autre. C'est une question de destination du livre. Ça, c'est sûr que... Ouais, mais vous croyez que les libraires de la deuxième moitié du XVIe siècle étaient des rigolos qui publiaient des choses qui n'intéressaient personne? Si je veux... bon, il y a des temples qui existent aujourd'hui, on n'en connaît plus du tout le sens. Ils ont peut-être été faits pour des gens du futur, on n'en sait rien. Mais si moi, je veux garder une trace importante d'un travail que j'ai fait, ce que j'ai fait moi, en faisant un livre, je le fais éditer, même s'il est propulsé dans les mains de millions de personnes, ce qui m'importe, c'est qu'à la fin, il arrive à son destination. Exactement. Eh bien, moi, j'irais dans votre sens. Effectivement, je dirais, imaginons, j'allais jusqu'au bout de votre raisonnement, je dirais, à ce moment-là, moi je publie un ouvrage de prédiction, avec des dates bien précises, pour donner l'impression que je respecte exactement le genre, et puis, à cette occasion-là, je mets certains messages, mais je respecte les formes. C'est-à-dire que si je dis que je fais des prédictions, je fais des prédictions, et puis à ce moment-là, je peux effectivement me permettre de faire des choses pour passer derrière. Mais si je fais un bouquin justement pour donner l'impression de quelque chose et de faire autre chose, il faut que cette impression, je la respecte. L'important, c'est ce qui se passe. Son livre est vendu. Et il passe moi, le Nostradamus comme vous, comme moi, si il y avait eu simplement ces manuscrits et tout ça, actuellement, on ne serait pas là en train de discuter, ça aurait été déchiré depuis longtemps. Il a réussi son coup, d'une certaine manière. Il a réussi, enfin encore une fois, il a réussi, je ne sais pas qui c'est, il a réussi, c'est peut-être pas lui du tout, c'est peut-être d'autres gens qui se sont occupés de son... Bon, on ne peut pas être... Soyons pas trop affirmatifs là-dessus, il n'a pas réussi son coup, il y a des libraires qui ont réussi leur coup. Bon, et qui l'ont aussi recours d'ailleurs sur le dos de Nostradamus, c'est un autre problème ça. Bon, il a réussi, ce serait beaucoup de dire, on n'en sait rien. Vous savez, je vais vous dire une chose, mon cher Devers, c'est une chose qui est aussi difficile à connaître que l'avenir, c'est le passé. Si on doit être modeste en ce qui concerne ce qui va venir, on doit être également extrêmement modeste en ce qui concerne ce qui s'est passé. Donc, parlons du passé avec beaucoup de prudence. Donc, au lieu de dire le passé n'est pas certain, il n'est pas certain, il est encore moins certain que l'avenir. Bon, il est certain qu'on a un comportement tous pareil. On dit si on fait ça ordinairement, il y a de grandes chances qu'une autre personne, à une autre époque même, se soit comportée de la même manière. Moi, si je laisse un texte, c'est dans un esprit, il y a des chances que quelqu'un d'autre ait procédé de la même manière. C'est pour ça que je vous dis, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez, sous couvert d'un certain genre littéraire, faire passer autre chose. À condition de respecter les genres, ah, mais ça, c'est les règles. Moi, ça m'indiffère. Non, mais je ne parle pas de ça, je parle de la logique commerciale des libraires. Oui, d'accord, mais non, mais moi... Parce que si vous faites un truc de votre côté, ça c'est votre problème. Ça m'indiffère parce que, franchement, je vois le résultat, moi. Moi, je vois le résultat. Résultat, au bout de combien de siècles? Mais vous plaisantez? Ces textes auraient pu ne... Enfin, le résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Résultat, 500 ans après, il aurait mis des dates qui intéressent les contemporains. Oui. 100 ans après, il n'était plus vendu, le livre. Et bien c'est vrai qu'on les a enlevés. On a enlevé quoi? Les dates. Ah, vous croyez qu'on a enlevé les dates? Moi, je crois qu'il n'y en a pas, franchement. Ah, ben si, elles étaient là au début. Ce sont des vers des 4 syllabes. Remettre des dates, c'est plus des quatrains valables. Hein. Au point de vue poésie, c'est plus valable. Mais non, pas les dates à l'intérieur des quatrains, les dates au-dessus des quatrains. Pas à l'intérieur. J'ai jamais dit que les dates devaient être mises à l'intérieur. Ça serait un travail absolument aberrant. Mais vous savez, moi j'ai lu énormément d'ouvrages là-dessus. Le concept de base, c'est la date, le texte. La date, le texte. La date, le texte. La date, le texte. On ne dit pas la date dans le texte. On dit la date, le texte. Bon, maintenant, si à un moment donné, les dates ne font plus sens, ne sont plus utiles, on enlève les dates, et puis c'est tout. Mais il n'y a peut-être jamais eu de date. Mais si, à mon avis, il y a eu des dates. Et la preuve, c'est qu'elles sont parues sous des titres. On a conservé, elles sont parues sous des titres qui impliquaient qu'il y ait des dates. Ou alors vous êtes en train de dire les grandes prédictions. Quel titre? Les grandes prédictions? Non, là où le truc de grandes prédictions. Donc ça, c'est vraiment sujet à... ça a dû arriver dans l'histoire de l'édition pour rebaptiser un livre. De toute façon, c'est pas nouveau. Mais
à l'époque où c'est pas comment ça, les grandes prédictions étaient des ouvrages qui devaient comporter des dates pour chaque document qui était écrit. La règle du jeu de tout ce genre-là, c'est tout texte, quel qu'il soit, doit être accompagné de la date auquel il se réfère. C'est une règle qu'on ne peut pas transiger. Les libraires, les éditeurs devaient travailler un peu comme maintenant, hein. Il n'y avait pas le personnel de maintenant, mais si vraiment ils avaient été soucieux de vendre, ils auraient pu eux-mêmes mettre les dates. Puis dire ça va se vendre mieux. Mais ils ont mis les dates. Bon. Au départ. Puisqu'autrement, l'ouvrage n'aurait pas mérité son titre. Attendez, il y a deux solutions. Soit vous considérez que, par exemple, si je dis, par exemple, c'est comme quelqu'un, par exemple, vous mettez journal intime de M. Devers. 99% des gens vont s'attendre à ce que M. Devers dise, voilà, j'ai écrit le 1er janvier telle chose, le 3 janvier telle chose, ils s'attendent à ce que votre journal soit daté. Et que les documents, et chronologiquement. Bon. Oui, bah ça, moi je suis météo, je vais le faire. Parce que c'est le métier. Et ben voilà. Mais tout le monde ne va pas faire ça. Comment ça, tout le monde à partir du moment où on s'inscrit dans une logique de genre, une logique catégorielle, on en respecte les principes. Si vous n'écrivez pas un journal, vous n'écrivez pas un journal. Vous l'appelez autrement. Si vous ne voulez pas écrire des prédictions datées, vous l'appelez autrement. Bon. Maintenant, comment dirais-je, effectivement, une des règles du jeu aussi, c'est qu'au bout d'un certain moment, quand les dates ne sont plus valables, eh bien, on les supprime. On supprime. Ça permet, c'est comme si, à un moment donné, au bout d'un certain moment, bon, on dit, moi je ne sais plus, alors on enlève les dates, voilà. Alors, c'est soit ça, mais l'inverse, c'est pas possible. On ne peut pas dire, on ne met pas de date au début, et puis après on en met. Non. C'est le genre prévoit des prédictions. Le moment, la période par laquelle il peut y avoir des dates, et après on les enlève, est relativement bref. C'est-à-dire pas très longtemps. Ça durerait 2-3 décennies. Après, alors on doit avoir des traces de voilà. ces 4 ans. Hein, parce que si on se hasarde à mettre des dates qui ne correspondent plus à rien, à l'année 1580 ou un truc comme ça, voilà. Les gens vont se désintéresser complètement. Mais non, ça veut dire après, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'après, effectivement, une fois qu'on a enlevé, une fois que si vous voulez, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu une sorte de perversion de ce genre, progressivement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu la littérature pendant la Fronde, etc. C'est pendant ces périodes extrêmement agitées sur le plan politique, que fut la Ligue, que fut la Fronde. Eh bien, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des quatrains, comme on l'a dit tout à l'heure, cet après-midi, on a des quatrains qui sont extrêmement... et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les fausses prévisions, les fausses prophéties. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens savent très bien qu'ils achètent quelque chose qui n'a rien à voir avec des vraies prédictions, qui se présentent sous cette forme-là de façon totalement fictive. Et à ce moment-là, effectivement, on ne s'attend pas... Vous avez des ouvrages comme ça qui sur le papier s'appellent prédiction ou prophétie, et en réalité, c'est pas du tout ça. Moi, j'aimerais bien avoir le texte, même approchant des Centuries, avec des dates, des années dessus, sur chaque quatrain. Là, je serais preneur absolument, moi je prends. C'est-à-dire que si vous trouvez un texte, une édition qui est comme ça, datée ou antidatée, je prends. Parce que ça doit être rare quand même. Ah ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que des vestiges. Mais je vous disais tout à l'heure, mon cher Devers, je vous disais, il y a deux choses sur lesquelles nous n'avons pas prises, c'est la fin des choses et le commencement des choses. On ne connaît généralement que les choses qui sont au milieu. Et ça, c'est la règle du jeu épistémologiquement. On ne connaît des choses. La chose qui est la plus facile à connaître, ce n'est ni le début ni la fin. Parce que c'est des deux. On dépend de quoi on parle. On ne connaît le début de rien et on ne connaît la fin de rien. On connaît les choses qui sont à un moment donné. Bon. Les choses qu'on connaît à un moment donné, c'est pas vrai. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on accorde tellement d'importance à ceux qui prétendent être capables de parler de la fin des choses, mais aussi du commencement des choses, parce que par exemple les religieux, les scientifiques sont des gens qui parfois parlent du commencement des choses.
Donc le commencement des choses, c'est quelque chose de tellement obscur que le commun des mortels ne se sent capable ni d'appréhender le commencement des choses, ni d'appréhender la fin des choses. Pour lui, c'est des terra incognita, il ne sait pas comment on y arrive, etc. Donc il reste toujours des sortes de moyennes, comme ça, au milieu du gué. Après, du gué, vous habitiez à côté d'un gué. Donc on est au milieu du gué, mais on ne sait pas ni vraiment revenir au point de départ, ni vraiment aller jusqu'au bout. On reste au milieu, comme ça, au milieu, en plein milieu. Bon, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir les indices qui permettent. Tout à l'heure, vous parliez d'archéologie, mais il y a aussi l'archéologie des textes. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie, monsieur Devers? Moi, je viens croire que chaque mot, chaque vers a son origine. Ne serait-ce que dans l'esprit du soi-disant auteur, ça peut aller loin. Hein. Regardez, parce que le travail qu'ont fait M. Benazra ou M. Choumara, c'est justement un travail qui permet, un travail archéologique, qui permet de dire, mais comment ça se fait qu'il y a eu une édition qui s'est appelée Prédiction à telle époque, et pourquoi une autre édition à la même époque qui s'appelait Prophétie. Déjà c'est extrêmement troublant. Il faut aller plus loin. C'est troublant qu'il y ait, d'ailleurs, ça avait signalé Rousseau. Pourquoi est-ce qu'il y a des éditions qui ont deux noms différents? On n'a pas d'ISBN, mais moi je peux douter de tout aussi. Hein. Il peut y avoir des fausses éditions plus tard avec Prédiction merveilleuse, hein. Avec une date du vivant de Nostradamus. On peut imaginer des faux. Hein. Mais de toute façon, d'une certaine manière, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un faux? Il y a deux problèmes de faux. Il y a le faux, le vrai faux, le faux. Enfin, si moi je publie par exemple des fausses prédictions, effectivement, je peux toujours m'amuser à les dater. C'est pas un problème. Parce que je respecte la règle du jeu. Les voyants, les médiums néophytes, ils vont le faire. Puis quelques années après, ils ne le feront plus. Ils ne mettront plus de date. Je crois que vous avez une absence totale d'intérêt pour les libraires et le public. Ah non, voilà. Les libraires ne peuvent pas publier n'importe quoi, et le public n'achète pas non plus n'importe quoi. Et pour vous, c'est pas un problème. Vous dites, moi, je fais des trucs qui ne sont pas immédiatement utiles. Mais c'est pas le problème. On est en face de gens qui ont les pieds sur terre et qui publient des choses. Ah ouais, ils sont commerciaux, ça c'est bon, sûr. alors donc, vous avez du mal à comprendre la politique de ces gens-là. Bah oui, mais moi je dis, s'ils ont vraiment cette politique-là, dès qu'ils voient les centurions sortir sans date, ils mettent des dates pour les vendre au maximum à son époque. Alors à ce moment-là, je demande à avoir une édition avec les dates, et puis après, pourquoi on enlève les dates après? Enfin bon. Quand les dates... Alors, effectivement, vous avez raison, votre question est une bonne question. À un moment donné, effectivement, il y a eu une évolution du genre. C'est-à-dire qu'il y a eu... regardez par exemple Janus Gallicus, c'est quand même un peu culotté. Il dit, on les date comme on veut. On fait ce qu'on veut avec. Voyez-vous? C'est une étape. Nostradamus et Century, c'est un magnifique ouvreur de littérature potentielle. Parce qu'on peut imaginer plein de choses à partir des Centuries. C'est l'Olipo, avant la lettre. On peut se servir du texte pour se faire plaisir, pour imaginer des choses qui font plaisir ou pas plaisir. Enfin, c'est un Oulipo. Et c'est ce que je disais, c'est un Oulipo qui ouvre sur un imaginaire, mais normalement, pour moi, il n'y a qu'une réalité. Il n'y a quand même qu'une réalité. Non, mais de toute façon, mettons pas sur le compte de Nostradamus ce qui est le résultat de tripotages qui ont été faits beaucoup plus tard. Dire tout ce qui est arrivé au centrisme, c'était Nostradamus qui voulait que ce soit comme ça, pas du tout. En l'occurrence, Nostradamus, au mieux, il aura laissé des papiers, et tous ces papiers, on en aura fait quelque chose, et puis on l'aura présenté sous forme, peut-être de façon fictive ou factice, sous forme de prédiction, qu'on aura forcément daté puisque c'était la loi du genre. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, la question que vous posez, qui est intéressante, c'est pourquoi a-t-on supprimé les dates? Puisque c'est un fait reconnu que toutes ces centuries ont fini par paraître sans date. Oui, mais moi je sais pas quand est-ce qu'elles sont pareilles avec les dates. Tant que vous n'aurez pas répondu à mon Ah mais si, je peux vous le dire. Mais moi ce qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est la condition inverse. Qu'elles soient pareilles avec des dates, c'est une évidence. Pourquoi, en revanche, à un moment donné, qu'elles continuent à paraître sans date, alors qu'elles devaient porter des dates, puisque c'était encore, par exemple, cette édition-là qu'on a de 1588,
Elle s'appelle Les grandes et merveilleuses prédictions de Michel Nostradamus, 1588-1589, et malgré tout, à cette date-là, elles n'ont plus de date. Bon. Mais on est en 1588, on est 30 ans après, on est 22 ans après la mort de Nostradamus. Donc il y a eu quand même le temps, entre-temps, qu'il y ait des choses qui se passent. Mais c'est vrai que, c'est-à-dire, entre parenthèses, mon cher ami, si vous supprimez les éditions de 1555, 1557, 1568, les premières éditions, c'est 1588. Vous savez, je pense que vous savez qu'on n'a pas la moindre édition parue entre 1568 et 1588. Bon. Donc on se désintéresse pendant 20 ans. Non, on s'en désintéresse pas. Non. Les éditeurs ont dit... Non, puisque les premières éditions elles-mêmes étaient antidatées. On s'en désintéresse pas pendant 20 ans. En réalité, elles n'apparaissent qu'au bout de 20 ans. Et à cette époque-là, pour des raisons que j'ai expliquées par ailleurs, on va s'amuser à laisser croire qu'elles sont parues avant. Et donc on crée des fausses éditions datées, non seulement qu'elles ne sont même pas posthumes, elles sont même censées être parues du vivant de Nostradamus. C'est-à-dire que là, c'est le comble. Normalement, c'était des éditions, les premières éditions, les toutes premières éditions de Century, étaient vraiment posthumes. On disait, on a trouvé des papiers assez mystérieux dans la bibliothèque de feu Nostradamus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait un truc là-dessus. Et puis un autre, alors ça c'était bon. Et puis tout d'un coup, il y a eu quelqu'un qui a eu un coup de génie en disant, mais non, pas du tout, on va pas dire que c'est posthume, on va dire que c'est paru du vivant de Nostradamus, et pour le faire croire, encore plus, on va récupérer un ancien titre que Nostradamus utilisait de son vivant, qui s'appelle Des prophéties, et qui est attesté, effectivement, ce titre, pas le contenu, mais le titre est attesté, et on va laisser croire que sous ce titre de prophétie, étaient déjà paru les centuriques. Donc la grande mystification de toute cette histoire, c'est qu'on a fait croire qu'un ouvrage qui était paru d'abord posthume, c'est-à-dire en 1568, en réalité était paru 10 ans plus tôt déjà. C'est une espèce de surenchère dans le passé. Là. Il y a quand même un problème, c'est qu'on peut imaginer que César Nostradamus, qui fait l'objet de la première lettre, a pu vouloir, s'intéressant à l'œuvre de son père, faire une préface à ces quatrains qu'il éditait. Pourquoi il n'a pas fait de préface? Qui dans la famille a fait une préface à ces quatrains publiés plus tard? Personne. Vous pouvez poser la question, effectivement, pourquoi ça n'a pas été... et il y a encore une chose encore beaucoup plus amusante. Pourquoi il n'y a-t-il pas de mode d'emploi? Parce que, par exemple, regardez par exemple une chose très curieuse, au XVIIe siècle, par exemple, les éditions qui sont faites sont faites de manière beaucoup plus sérieuse qu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, si vous prenez l'édition d'Amsterdam, par exemple, on vous donne une biographie de Nostradamus, on vous donne une série d'interprétations des quatrains, pour vous montrer qui était Nostradamus, pour vous montrer comment on interprète les quatrains. Eh bien, comment se fait-il qu'en 1668, on prenne la peine de vous expliquer la signification de certains quatrains, et comment se fait-il que tout au long du XVIe siècle, on publie des centuries sans aucune forme d'explication et de mode d'emploi? S'il y a un intérêt commercial, les héritiers ont intérêt à se manifester, et peut-être écrire une préface. Moi, je ne comprends pas, là. C'est ce qui se passerait aujourd'hui. Si les enfants récupéraient l'œuvre de leur père ou de leur mère, ils essaieraient d'une manière ou d'une autre d'être en contact avec les éditeurs et peut-être de laisser un mot pour expliquer pourquoi ils ont fait cette édition posthume. Eh bien, justement, est-ce que vous avez remarqué une chose assez étonnante, cher monsieur? C'est que l'édition de 1568 n'est pas indiquée comme posthume. Voilà une bizarrerie, d'ailleurs, que j'ai signalée à plusieurs reprises. Le problème... Est-ce que, par exemple, regardez, l'édition de 1568, est-ce qu'il est marqué, par exemple, édition, regardez, est-ce qu'il est marqué en quoi que ce soit, par exemple, les prophéties de Nostradamus, décédé, alors qu'il est mort? Non, mais le problème aussi, c'est... Alors qu'à la même époque, les héritiers de Nostradamus disent, je vous l'ai montré tout à l'heure, du défunt Nostradamus. Comment ça se fait que les éditions de 1568 ne comportent pas la mention le défunt Nostradamus? Parce que ce sont des fausses éditions de cette époque. Mais moi, ce que je me pose la question, c'est toutes les règles d'édition, de syntaxique et tout ça sur les livres. Est-ce qu'on était aussi rigoureux quelques années après Gutenberg qu'on l'est aujourd'hui? Non mais attendez, il y a à l'époque, en 1568, il y a des héritiers de Nostradamus qui disent cet ouvrage est d'ouvrage du défunt Nostradamus.
Et pour les centuries, c'est pas marqué du défunt Nostradamus. Pourquoi? Parce que tout simplement. Il y a des anomalies dans la nature. Oui, d'accord, ouais, c'est ça. Alors, bon, les anomalies, c'est souvent parce que justement, il y a des erreurs. Il y a des erreurs de la part des faussaires. Ce sont des faussaires qui font mal leur travail et qui le bâclent. C'est possible, mais... Et qui font croire. Il s'empare d'un texte parce qu'il vend bien, quoi. Il fait rapporter de l'argent. Ça, c'est le problème. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, la seule question qui me paraît intéressante dans le débat, c'est effectivement que ces dates, elles apparaissent, elles disparaissent. Pourquoi, à un certain moment, on ne les trouve plus? Je crois que ça mérite un article, effectivement. Normalement, il n'en a pas parlé, Bénage. Ou le moment où ça apparaît, les dates, où ça disparaît. Il n'y a pas tous les documents. Attendez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le corpus qui nous est parvenu n'est pas complet. Donc, lui, Ben Azra, vous savez, bon, il fait ce qu'il peut. Et il ne s'est pas posé il y a des tas de questions qu'il ne s'est pas posées. Il ne pas poser des questions, ça peut. Après, quand on fait un bouquin, on se rend compte qu'on n'a pas parlé de telle ou telle chose. Ça, donc, il ne s'est pas posé toutes les questions. Mais effectivement, comment dirais-je, il y a des... croire que toutes les éditions nous sont parvenues, c'est tout à fait excessif. Les premières éditions ne nous sont pas parvenues. Von Brunn disait qu'il avait reçu une édition, enfin je ne sais plus comment, par quel canal, dans son bouquin, il en parle. Le père, hein. Oui, qu'est-ce qu'il disait? Il avait reçu une édition précieuse, enfin vieille de Nostradamus. Oui, mais enfin ça c'est son point de vue, hein. Vieille, c'est relatif. C'est suffisant pour que lui s'y intéresse et fasse un bouquin, quoi. Non, mais je veux dire vieille, oui. vous savez, et puis non, mais c'est certain que quand on ne connaît pas exactement les dates, on peut se faire abuser. Ah bah absolument, oui, ça c'est beaucoup plus dire, effectivement. Voilà. Donc effectivement, ce débat sur... il faut avoir des critères, pour pouvoir voir si un document est vrai ou faux, il faut poser des critères en disant, voilà, ça ne répond pas aux normes ou ça répond aux normes. Si vous considérez que par définition les gens font n'importe quoi, vous vous perdez vous-même, parce que si c'est n'importe quoi, vous n'aurez jamais un moyen de savoir où vous en êtes. Ah oui, mais enfin... eh bien, certaines thèses veut que, quelque part, il ait toujours été fait n'importe quoi, date ou pas date. Hein, Ah ben écoutez, alors si dans le n'importe quoi, si on est dans le n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi. Voilà. Bah oui, alors ça, c'est pas une solution. C'est ce que je pense. C'est-à-dire enfin, je sais pas. Moi, je m'en tiens à la thèse du naufragé. Je reçois un bouquin, il me permet de trouver un stock alimentaire sur